Il est très difficile pour les archéologues d'expliquer comment cela a été fait. C'est pourquoi je ne m'intéresse pas davantage à la façon dont les Égyptiens ont construit les pyramides, mais à la façon dont les pyramides ont contribué à construire l'Égypte. Les scientifiques pensaient avoir déjà compris comment les anciens Égyptiens coupaient le granit, les outils en cuivre, les marteaux en pierre et des dizaines de milliers de travailleurs pénibles. Ils ont donc introduit les fameuses données de la carrière d'Aswan dans Grok Eye, espérant que la machine confirmerait ce que les manuels avaient toujours dit. Il a refusé. La réponse qu'il a renvoyée était tellement en dehors de tout ce que les chercheurs avaient prédit qu'elle a réduit la pièce au silence. Parce que si l'IA a raison, les marques gravées sur cette pierre ne pourraient pas avoir été faites par les personnes mais qui, selon l'histoire, les ont faites. Alors qu'a-t-il vu rester avec moi? Parce qu'une fois que vous l'avez remarqué, vous ne pouvez pas l'ignorer. La carrière d'Aswan sur les rives du Nil dans le sud de l'Égypte se trouve un endroit qui déstabilise discrètement les scientifiques et les historiens depuis des générations. C'est ce qu'on appelle la carrière de granit d'Aswan. À première vue, cela ne ressemble presque à rien. D'énormes blocs à moitié finis, des pierres abandonnées, le silence plat du désert qui pèse sur tout. Le genre de site qu'un groupe de touristes parcourt en 5 minutes. Mais dès que vous vous approchez du rocher, ce sentiment ordinaire se dissout. Commencez par la pierre elle-même, parce que la pierre est tout le problème. Il ne s'agit pas de calcaire tendre ou de grès friable, c'est du granit. Le granit se situe à environ 7 sur l'échelle de dureté de Mohs, ce qui signifie qu'il résiste si obstinément à la coupe que même avec un équipement industriel moderne, son exploitation est considérée comme une entreprise sérieuse. Les personnes qui le coupent professionnellement vous diront qu'il peut sembler plus dur que l'acier ordinaire. Gardez ce fait à l'écart, car tout ce qui suit s'appuie là-dessus. Maintenant, regardez ce qui est réellement engravé dans ce granit. Des coupes longues, larges et incurvées traversent la roche avec un espacement presque parfait. On dirait que quelque chose a roulé sur la surface dans un mouvement fluide et ininterrompu. Par endroits, les marques se rejoignent comme des ondulations s'étendant sur une eau calme. Pas de pauses irrégulières, pas de chaos dispersé. Aucun des dégâts inégaux et bégayants qu'une main humaine fatiguée laisse naturellement derrière elle. Presque tous ceux qui les voient pour la première fois réagissent de la même manière. Ils se penchent, se taisent et posent la même question à voix haute. Sont-ils vraiment vieux de plusieurs milliers d'années? Car à première vue, ils ressemblent exactement aux produits d'une machine moderne. Et cet instinct instinctif selon lequel quelque chose n'a pas sa place ici est précisément là où ce mystère s'ouvre, la vieille théorie. Pendant très longtemps, les livres d'histoire ont proposé une réponse constante et confortable. Les anciens Égyptiens, disent-ils, n'utilisaient aucune technologie mystérieuse sur cette pierre. Ils utilisaient de la dolérite, une roche extrêmement dure, parfois appelée diorite, façonnée en lourdes boules et en marteaux. Les ouvriers martelaient le granit encore et encore, heure après heure, jusqu'à ce qu'il reprenne lentement sa forme. C'est encore aujourd'hui la version enseignée dans la plupart des salles de classe. Son ampleur est véritablement stupéfiante. La pyramide de Khéops s'élève presque aussi haut qu'un immeuble de 50 étages. Les historiens estiment que des dizaines de milliers d'ouvriers se déplaçaient dans ces carrières, les chiffres s'établissant souvent autour de 20 000 ouvriers, environ 15 000 alternants par équipe qui se chevauchaient de sorte que le travail ne s'est jamais arrêté. Le travail a été décrit comme impitoyable. Les hommes frappaient la pierre pendant près de 12 heures d'affilée, jour après jour pendant des mois et parfois des années avant qu'un seul gros bloc ne se détache du substrat rocheux. Sur le papier, la théorie tient la route. Affecter suffisamment de personnes à une tâche impossible, donnez-leur suffisamment de temps, et même l'impossible commence à paraître réalisable. C'est un argument juste et qui mérite le respect. Les problèmes ne sont survenus que lorsqu'une poignée de chercheurs ont arrêté de débattre de la théorie et ont décidé de la tester. Ils ont construit des répliques des outils de frappe décrits dans les manuels. Ils ont fait appel à des artisans forts et compétents et ont frappé de gros blocs de granit des milliers de fois, exactement comme le raconte l'histoire dominante. Tout le monde s'attendait à ce que le granit prenne lentement cette même apparence ancienne. Ce n'est pas le cas. Les marques laissées par les marteaux étaient rugueuses et inégales. Certaines morsures ont été profondes, d'autres ont à peine effleuré la surface. Chaque coup tombait différemment. À certains endroits, les bords se sont effondrés. Dans d'autres, la surface s'est brisée, était bréchée. Il n'y avait pas d'espacement propre.
Il n'y avait aucune courbe gracieuse, il n'y avait que le gâchis honnête de l'effort humain, et ce qui a rendu l'expérience si révélatrice n'est pas simplement son échec. C'est comme ça que ça a échoué. Plus les hommes travaillaient dur, plus la pierre devenait salissante, la vitesse a introduit plus d'erreurs, pas moins. La fatigue s'est installée dès la première heure, les poignets se desserrèrent, l'espacement aéré, parce que c'est simplement ce que fait un corps vivant. Ils avaient décidé de confirmer le manuel, mais au lieu de cela, ils avaient discrètement réfuté la seule partie que tout le monde pensait régler. Si on compare maintenant ce résultat aux marques réelles à Aswan, le contraste est presque violent. Les véritables coupes donnent l'impression qu'un outil se déplace sur la pierre dans une direction constante et à une vitesse constante. De longs arcs courbes, un espacement presque identique, un niveau de cohérence qui ne devrait pas exister, car peu importe le niveau d'habileté d'une personne, le corps a des limites. Les gens se fatiguent. L'angle de chaque swing dérive. Cette dérive n'est pas un défaut, c'est la biologie. Et pourtant, dans les marques d'Aswan, cette incohérence humaine ordinaire est presque introuvable. C'est exactement le point où la vieille histoire et la pierre cessent de s'accorder. Lorsque les chercheurs ont reconnu que la théorie standard ne pouvait pas expliquer complètement les marques, ils ont essayé quelque chose de différent. Au lieu de s'appuyer sur l'opinion humaine ou sur des hypothèses héritées, ils ont confié l'ensemble de la question à une intelligence artificielle et lui ont dit de juger les preuves froidement sans savoir quelle réponse on voulait. Tout d'abord, ils ont construit les données à l'aide d'une technique appelée photogrammétrie. Des milliers d'images haute résolution superposées ont été assemblées dans des modèles numériques tridimensionnels précis des surfaces de la carrière, des modèles que vous pouvez faire pivoter, zoomer et mesurer sous n'importe quel angle jusqu'au moindre détail. Tout cela a ensuite été introduit dans le système analytique de Grok AI mis en place pour comparer les marques laissées par différents types d'outils. Et cette partie compte, l'IA n'a jamais été informée qu'il s'agissait de l'Égypte. Il n'a pas été précisé quels outils auraient pu être utilisés ni à quelle conclusion parvenir. Son seul travail consistait à mesurer des modèles et à les comparer à des milliers de signatures d'outils anciennes et modernes contenues dans sa base de données. Il a réalisé 847 coupes distinctes. Pour chacun d'eux, il mesurait la courbe, le rayon de l'arc et calculait l'angle sous lequel l'outil semblait pénétrer dans la pierre. Il mesurait la profondeur, l'espacement entre les coupes voisines et la cohérence sur l'ensemble du champ de marque. Le genre de travail minutieux qui engloutirait une équipe de recherche humaine pendant des années. Et c'est exactement ce que fait une machine sans se fatiguer et sans vouloir de réponse particulière. Un expert humain arrive à Aswan croyant déjà au manuel. Ils s'attendent à des marteaux, donc ils ont tendance à voir des marteaux. L'IA ne transportait aucun de ces bagages. Il ne connaissait que les formes, les angles et les profondeurs et les comparait à tout ce qui lui avait été montré. Ensuite, le rapport a été chargé et un chiffre est passé au-dessus de tout le reste. Sur l'ensemble des 847 coupes réparties dans différents coins de la carrière, la variation totale s'est élevée à seulement 4,3%. C'est le numéro qui les a arrêtés. Au quotidien, cela ne semble presque rien. En termes d'ingénierie, c'est presque effrayant. Même un maître artisan répétant un seul mouvement dérivera. La main se lève légèrement, l'angle change, la force change d'une frappe à l'autre. C'est pourquoi, avec de bons outils manuels modernes, une variation comprise entre 12 et 20% est considérée comme tout à fait normale. Poussée vers 22%, de surprise personne. Une personne n'est pas une machine. Et pourtant, il y avait des centaines de coupes réparties dans une carrière en activité séparée par seulement 4,3%. L'IA a signalé bien plus que l'espacement. Les angles d'entrée étaient également étonnamment cohérents, comme si la trajectoire de chaque coup avait été planifiée à l'avance, puis exécutée avec une discipline mécanique. Cela ressemblait moins à un travailleur, voire à des milliers de travailleurs qu'à un système unique, effectuant presque la même action à chaque fois. C'est à ce moment-là que cela a cessé d'être un simple casse-tête archéologique et est devenu une question difficile d'ingénierie. Si les mains humaines laissent une variation de 12 à 22% et que ces marques n'en montrent que 4,3%, alors qui les a faites et qu'ont-ils utilisé? La machine correspond. Une fois que l'IA a fini de mesurer l'étape suivante est devenue encore plus intéressante, le système devait décider à quel outil ces marques ressemblaient le plus. Il les a comparées à des milliers de profils. Tout des marteaux à main aux outils de l'âge du bronze en passant par les machines industrielles les plus avancées en activité aujourd'hui. Il a d'abord testé la théorie du martèlement de la pierre. Le même mur est apparu.
Les marques de martelage sont par nature irrégulières, la profondeur R, les angles diffèrent à chaque coup. Les coupes d'Aswan ont montré un espacement presque égal et un motif discipliné répétitif que le martèlement ne produit tout simplement pas. La machine s'est donc tournée vers des outils modernes et 3 allumettes sont grimpées au sommet. Le premier est venu des fraises rotatives diamantées, des outils dotés d'un abrasif diamanté qui tournent à grande vitesse tout en tranchant la pierre, laissant des marques nettes et cohérentes même sur le granit. La seconde est venue des systèmes à jet d'eau qui sculptent la pierre à l'aide d'un jet d'eau à haute pression mélangée à des particules abrasives appréciées pour le contrôle de leur coupe. La troisième et pour beaucoup la plus troublante était la découpe par ultrasons où une lame vibre à une fréquence supérieure à l'audition humaine produisant des résultats étonnamment précis. Ce qui différencie les 3 d'un marteau n'est pas seulement le tranchant, c'est la répétabilité. Une machine ne se fatigue pas au 400e passage, il ne change pas d'emprise et ne change pas d'angle. Il sculpte la 800e coupe exactement comme la première. Et cette signature, cette similitude presque inhumaine est ce que l'IA ne cessait de découvrir dans les marques d'Aswan. Ensuite, Grok.AI a publié son score de confiance et la pièce est redevenue silencieuse. La correspondance la plus proche avec les marques d'Aswan était un processus industriel de découpe rotative. Niveau de confiance, environ 94%. Asseyez-vous avec ça. Et cela a signalé encore une chose. Across hundreds of cuts in different parts of the quarry, the entry angle varied by less than 2 degrees. So many marks in so many separate places, and the tool met the stone at almost exactly the same angle every single time. Holding that kind of consistency by hand is considered close to impossible. This is where the floor opened up beneath the scientists. Car les machines qui correspondent le plus à ces marques, les systèmes rotatifs diamantés, les jets d'eau à haute pression, les découpeuses à ultrasons, sont autant de produits de l'ère industrielle moderne. There is no record, no fragment, no whisper of such technology in the world that supposedly built this quarry. D'un côté se trouve l'histoire insistant sur le fait que seuls de simples outils en pierre existaient. De l'autre côté se trouve une IA qui dit que les preuves ressemblent au résultat d'un processus industriel contrôlé. The gap between those two statements is the whole story and it is about to get wider. Les puits impossibles. There is a detail at Aswan that almost no one stops to examine and honestly it is the part that should keep you up at night. Dispersés sur le site se trouvent des puits profonds et étroits qui plongent d'environ 30 à 50 pieds vers le bas, la plupart n'ayant que 3 à 4 pieds de large à l'embouchure. Vu d'en haut, ils ressemblent à des trous simples, but the moment you study the walls inside them, the picture changes. Down on those shaft walls are the same curved uniform spiraling cuts found in the open quarry above. Même profondeur, même motif, même forme, and that is exactly what troubles the people who study them. Parce que réfléchissez bien, si l'ancienne théorie est correcte et que cela a été accompli en balançant de lourds marteaux de dolérite, un travailleur a besoin d'un espace réel pour opérer avec un minimum de 18 à 24 pouces de dégagement pour tirer le marteau vers l'arrière et l'abaisser suffisamment fort pour briser le granit. Supprimez cet arc et vous supprimez la vitesse. Une boule de dolérite pressée contre du granit sans élan ne fait presque rien. Toute la théorie du marteau dépend de l'élan. Supprimez la balançoire et vous supprimez la méthode. Le puits n'est donc pas simplement un espace de travail encombrant, c'est un endroit où le seul outil approuvé ne peut physiquement pas faire son travail, et pourtant le travail était clairement accompli. À l'intérieur de ces puits, il y a à peine de la place pour se tenir debout et encore moins pour effectuer un swing complet. Granit dur de tous côtés, vraie profondeur, étanchéité écrasante, et pourtant les marques sur ces murs sont identiques aux coupes dans les grands espaces au-dessus réalisés apparemment sans aucune perte de contrôle ou de précision. Lorsque les données de l'arbre ont été entrées dans Grok.AI, le système a pesé la largeur de l'espace, l'angle des coupes, la dureté du granit et le dégagement requis par le mouvement du marteau. Ensuite, il est parvenu à une conclusion qui a poussé le débat au-delà de ce que tout le monde voulait. Cela a placé la situation dans la catégorie des choses physiquement impossibles en raison de contraintes spatiales. Un outil nécessitant un mouvement vers l'arrière avant de frapper n'aurait pas pu fonctionner dans un espace aussi restreint. Mais un système appliquant une force verticale directement depuis l'avant, sans aucun mouvement vers l'arrière, pourrait produire ces mêmes coupes, même dans le coin le plus étroit.
et cela supprime discrètement la seule méthode utilisée par les manuels. Au microscope, jusqu'à présent, tout concernait la surface de la pierre. La découverte suivante est venue en passant en dessous. Lorsque vous frappez à plusieurs reprises une pierre dure avec un outil lourd, la surface se brise. Les scientifiques appellent cela la fracturation. De minuscules cristaux à l'intérieur se fissurent dans des directions aléatoires. Les bords deviennent rugueux. Et de petites fissures se propagent dans le matériau. Sous un grossissement, le granit martelé ressemble à un champ de bataille miniature. Tous les éclats et lignes de stress, les marques d'Aswan ne ressemblaient en rien à cela. Sous la lentille, les chercheurs ont trouvé une surface qui ne semblait pas du tout brisée. Il avait l'air proprement coupé. En langage technique, cela s'appelle un motif de cisaillement, une frontière nette et délibérée entre la surface taillée et la pierre intacte à côté. Cela n'avait pas l'air frappé. Il semblait que quelque chose avait patiemment séparé le matériau selon une ligne choisie. Et sous la coupure, il n'y avait presque aucun dommage atteignant la pierre en dessous. Si les marteaux avaient fait cela, les fissures devraient s'étendre vers le bas. Rien de tel n'était présent. Chaque parcelle de force semblait avoir été délivrée à un point précis et nulle part ailleurs. Puis vinrent les spirales. Sous un grossissement plus élevé, des marques rotatives extrêmement fines sont apparues. De faibles motifs suggérant qu'un outil en rotation avait traversé le granit tout en tournant continuellement dans une direction, dans des échantillons prélevés dans des parties complètement différentes de la carrière, ces spirales suivaient le même chemin. Après cela, les chercheurs ont découvert des signes d'altération thermique, de minuscules zones sur les surfaces coupées montrant une température élevée concentrée, pas la propagation. De la chaleur qui vient de deux pierres broyant ensemble, mais la chaleur est épinglée à un petit point de contact rotatif, l'empreinte du frottement sous une lame qui tourne rapidement. Puis sont arrivées les particules. Grains microscopiques de corindon qui se situent à 9 sur l'échelle de Mohs et sont aujourd'hui utilisés comme abrasifs dans les disques à tronçonner industriels et à certains endroits des structures carbonées que plusieurs chercheurs ont décrites comme ayant une forme semblable à celle d'un diamant. N'importe lequel de ces détails seuls pourrait être controversé. Empilés ensemble, ils cessent de ressembler à une coïncidence et commencent à ressembler à une description d'un outil. Lorsque tout cela est entré ensemble dans Grok AI, les spirales, le cisaillement propre, l'absence de dommages profonds, la chaleur ponctuelle, les grains abrasifs durs, la machine a renvoyé une conclusion qui correspondait inconfortablement au reste de l'histoire. Ce n'était pas la signature des marteaux ou des instruments de l'âge du bronze, la correspondance la plus proche était un processus que nous décririons aujourd'hui comme une coupe rotative abrasive au diamant de qualité industrielle. Sous la lentille, le granit n'avait pas été brisé. Il avait été usiné. La chronologie inversée, lorsque les chercheurs ont tenté de déterminer l'âge des marques, le mystère n'est pas devenu plus clair. C'est devenu plus étrange et disséminé dans certaines parties de la carrière. De vieilles peintures en ocre rouge sont dispersées et le détail révélateur est qu'elles se trouvent directement au-dessus des marques de coupe. Cet ordre est important. La pierre a d'abord été taillée et ce n'est que bien plus tard que quelqu'un a peint dessus. Lorsque ces peintures ont été datées, certains chercheurs ont suggéré qu'elles pourraient avoir près de 2000 ans de plus que la première civilisation dynastique égyptienne. Si les peintures sont si anciennes, les coupes en dessous doivent être encore plus anciennes, nous plongeant dans ce que l'on appelle généralement la période prédynastique. Une époque où, selon l'histoire dominante, seuls de petits groupes dispersés vivaient dans la région équipés des outils en pierre les plus simples imaginables. C'est ici qu'il devient vraiment difficile de s'ébranler. L'IA a comparé la géométrie des coupes à leur âge estimé dans ce qu'elle a appelé une analyse de précision temporelle. Le résultat fourni avec un niveau de confiance d'environ 91% a été complètement inversé. Plus une coupe paraissait ancienne, plus elle était précise et uniforme. En avançant dans le temps jusqu'au présent, les coupes sont devenues plus brutales et moins contrôlées. Les marques considérées comme les plus anciennes semblaient les plus parfaites. Les plus récentes ressemblaient à des œuvres humaines ordinaires. L'IA a testé statistiquement ce modèle et selon le rapport, la relation a atteint le 99e percentile de signification statistique. Il est extrêmement improbable qu'il s'agisse d'un hasard sur l'ensemble des données. Chaque civilisation que nous connaissons améliore sa
sa technologie au fil du temps. Les premiers travaux sont bruts, les travaux ultérieurs sont raffinés. Assouin raconte l'histoire inverse. Les œuvres les plus anciennes sont les plus belles et le savoir-faire semble s'estomper à mesure que les siècles passent, ce qui soulève une question presque trop vaste pour être retenue. Et si les gens, au tout début, savaient déjà quelque chose que ceux qui les ont suivis ont oublié? En lisant la pierre jusqu'à présent, l'énigme était de savoir comment les anciens coupaient le granit avec autant de précision. Mais l'IA a fait ressortir quelque chose qui a encore approfondi la question. Celui qui a réalisé ces coupes ne semblait pas simplement travailler la surface extérieure, il semble déjà savoir ce qui se cache à l'intérieur de la pierre. Le granit n'est pas uniforme, à l'intérieur se trouvent différentes bandes de minéraux des régions plus dures, des veines naturelles, faibles où la roche se brise plus facilement. Les ingénieurs appellent ces limites de grains et zones faibles internes. Dans les carrières modernes, les équipes utilisent le balayage sonar, les levées au sol et la modélisation géologique informatisée pour retrouver ces caractéristiques, puis planifient leur trajectoire de coupe pour suivre les lignes de moindre résistance. De nombreuses coupes anciennes d'Assouin semblent suivre ces mêmes zones naturelles de faiblesse, comme si celui qui les avait réalisées avait déjà compris quelles parties de la pierre étaient les plus résistantes et où elle céderait le plus facilement sans aucun équipement de numérisation. Couper le granit avec la bonne machine est un problème. Savoir où couper avant de commencer est une toute autre affaire. L'extérieur d'un bloc de granit ne vous dit presque rien sur les veines et les limites de grains cachés à un pied de profondeur. Nous avons besoin d'instruments pénétrant dans le sol pour le constater, suivre ces lignes internes à la main, à l'aveugle, et atterrir encore et encore sur le chemin de moindre résistance nécessiterait soit une chance extraordinaire des centaines de fois de suite, soit une méthode pour lire l'intérieur d'un rocher dans lequel vous ne pouvez pas voir. Lorsque Grock AI a comparé la cartographie minérale de surface avec les tracés de coupe, elle a trouvé une relation réelle, concluant avec un degré de confiance d'environ 88% que les tracés de coupe semblent choisis en fonction de la structure interne de la pierre. Certains chercheurs ont commencé à appeler cela la théorie de la lecture de la pierre, l'idée selon laquelle ces bâtisseurs détenaient une méthode leur permettant de comprendre l'architecture cachée d'un rocher avant même de le toucher. Et si cela est vrai, cela soulève la prochaine question évidente. S'ils étaient aussi sophistiqués, pourquoi y a-t-il un monument géant inachevé abandonné au milieu du site l'obélisque abandonné et les mêmes marques partout? Il y a un objet à Assouan qui fait que presque tout le monde se demande la même chose dès qu'il le voit. Si les travaux se déroulaient ainsi bien, pourquoi se sont-ils arrêtés? L'obélisque inachevé, considéré comme le plus grand jamais réalisé, est toujours attaché au substrat rocheux où il a été sculpté pour la première fois il y a des milliers d'années. Une fois terminé, il aurait pesé plus de 1000 tonnes. L'archéologie traditionnelle offre à davantage une réponse claire. Une grande fissure est apparue dans la pierre pendant les travaux et l'équipe l'a abandonnée. C'est assez raisonnable, mais lorsque les chercheurs ont étudié l'obélisque de près, la réponse n'a plus été pertinente. Les marques de coupe continuent au-delà du point où s'étend la fissure. Les travaux semblent s'être poursuivis après la formation de la fissure. Si la fracture était vraiment la raison pour laquelle ils ont arrêté, les marques devraient s'arrêter là. Ce n'est pas le cas et les marques sur ce géant inachevé sont identiques à celles trouvées dans le reste d'Assouan. Les mêmes arcs courbes, le même espacement régulier, la même précision même dans les parties inférieures où l'espace de travail se rétrécit presque à néant. La qualité ne baisse pas. Alors, qu'est-ce qui a arrêté si soudainement un projet d'1 millier de tonnes que personne n'est jamais revenu pour le terminer? L'histoire n'offre aucune réponse claire. Si ce mystère s'arrêtait à une seule carrière, vous pourriez le classer comme une curiosité locale. Ce n'est pas le cas, les mêmes marques apparaissent sur d'autres sites antiques en Égypte. Lorsque l'équipe a comparé les données d'Assouan au complexe de Gizeh, en particulier au temple de la vallée de Khafré, l'une des structures de granit les plus anciennes et les plus déroutantes du pays, les mêmes signatures microscopiques sont réapparues. Limite nette, fracturation interne minime légère, marque incurvée, suggérant un outil en rotation. L'IA a ensuite mesuré directement la différence entre les coupes de Gizeh et celles d'Assouan, variation entre les deux sites inférieure à 5%.
Différents emplacements, différents blocs et méthodes de coupe presque identiques. Lorsque Grok AI a combiné l'ensemble des données provenant de toute l'Égypte, il est parvenu à une conclusion avec un niveau de confiance d'environ 89%. Cela ne ressemble pas à l'histoire d'un seul endroit. Il semble qu'à un moment donné, dans l'Antiquité, la même technologie de découpe était utilisée dans toute la région. Et puis ça s'était évanoui. Un seul atelier qualifié, vous pourriez expliquer. Une génération chanceuse de maîtres sculpteurs passant la technique entre quelques mains, on pourrait à peu près argumenter là-dessus, mais la même empreinte digitale apparaissant à des centaines de kilomètres l'une de l'autre sur différentes pierres situées, sur différents sites séparés par moins de 5% de variation, n'est pas un atelier. C'est une norme, c'est le genre de cohérence que l'on obtient uniquement lorsqu'une civilisation entière partage une méthode et un ensemble d'outils. Et d'une manière ou d'une autre, cette norme commune a si complètement disparu des archives que nous avons passé des siècles à insister sur le fait qu'elle n'avait jamais existé. La plus grosse erreur, nous voilà donc devant la question qui refuse de se clore. Si l'œuvre la plus ancienne est réellement la plus avancée, qu'arrive-t-il à la croyance confortable selon laquelle la technologie ne fait que progresser? C'est le fil sur lequel tout le champ ne cesse de trébucher. La théorie du marteau de pierre échoue toujours au test. Personne n'a reproduit les marques qui correspondent à ce qui est réellement sculpté dans cette carrière. Le débat refuse de se régler. Et de nombreux spécialistes deviennent remarquablement silencieux lorsque vous leur demandez une réponse claire. Peut-être que notre chronologie est tout simplement incomplète, il y a peut-être un chapitre manquant que nous n'avons pas encore trouvé, ou peut-être que la réponse est quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à exprimer à haute voix. Quoi qu'il en soit, la pierre n'attend pas que nous la rattrapions, les marques sont toujours là. Ces 4-3% sont toujours là. Et il ne s'agit plus de demander des réponses à l'histoire, on a plutôt l'impression de les enlever tranquillement, une coupe à la fois défiant quelqu'un de enfin le remarquer. Je veux donc avoir de vos nouvelles. Après tout ce que nous venons de parcourir, pensez-vous qu'il s'agit d'une technologie perdue, d'une erreur de datation ou de quelque chose pour lequel nous n'avons pas encore de nom? Dites-le moi dans les commentaires, je les ai lus. Et les théories les plus convaincantes viennent souvent de vous. Et si vous pensez que l'histoire cache encore plus qu'elle ne raconte, abonnez-vous et appuyez sur la cloche, ainsi vous serez le premier ici lorsque la prochaine découverte refusera de rester enterrée.